et valorisation matériaux, donc qui sera dédié pendant ces 40 prochaines minutes à la filière composite à matrice organique. Donc pour ma part, je me présente, je suis Emmanuel Dunouvian, je suis salarié du groupe Latécoère et détaché au pôle Aerospace Valley en tant que chargé en développement de l'innovation des PME ETI sur l'écosystème structure, matériaux et procédés, l'ancien DAS AMP, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc je voulais remercier tout d'abord Adoc là, pour l'organisation de cette journée et je suis vraiment ravi de pouvoir animer cette table ronde avec un panel de 3 acteurs, donc couvrant une partie de la chaîne de valeur de cette filière recyclage et qui ont accepté l'invitation à cet échange. Donc on va avoir un académique avec l'IMT des Mines d'Alès qui a une implication massive sur les enjeux de production et de consommation durable et qui développe des actions de recherche collaborative permettant la mise au point de matériaux haute performance et à faible impact environnemental en vue de remplacer des matériaux existants pétro-sourcés. On a également un transformateur avec Alpha Recyclage Composite, une entreprise très innovante dans la filière de valorisation et sa technologie de vapothermolyse, voilà, pour le traitement des matériaux composites et qui fait l'objet de plusieurs brevets internationaux. Et Vesoconcept, une entreprise d'ingénierie qui développe des matières composites biosourcées et recyclées pour des produits des plus innovants à forte valeur ajoutée. Donc venons-en à l'humain et puis ces sociétés sont représentées aujourd'hui donc par Laura Pêche, directrice générale de la société Alpha Recyclage Composite, qui est basée à Toulouse et à Castel-Sarrazin, par Didier Perrin, qui est professeur à l'IMT des Mines d'Alès, et David Hardy, qui est le chef d'entreprise de Vesoconcept, basé à Fontenay. Donc je les laisserai se présenter très brièvement lorsque j'aborderai les premières questions et leurs premières interventions. Je vais faire juste une petite introduction. Au cours des dernières décennies, dans le monde, les matériaux composites ont fait l'objet d'un emploi de plus en plus conséquent et indispensable dans des secteurs très variés, incontournables pour l'aéronautique, l'automobile, l'industrie nautique et plus récemment le secteur du bâtiment. Ils ont intégré de la même façon le marché des biens de consommation courante à l'image des articles de sport et de loisirs. Donc, nés pour leur phase industrielle dans une époque où les matières premières et notamment le pétrole étaient des ressources abondantes et donc où le tout jetable pouvait être admis, ils doivent prendre en compte dans leur production ce 21e siècle la raréfaction des ressources qui soulève la problématique de la valorisation et du recyclage des déchets des matériaux composites, que ce soit au niveau des déchets de production que des déchets de fin de vie. Donc ça va être tout l'objet de cette table ronde. Et cette thématique de recyclage peut ou pas aborder jusque-là au regard de l'offre suffisante en matières premières, notamment en matière pétro-sourcée, de la durée de vie assez longue des matériaux. Donc n'imposez pas une prise en compte rapide de ces déchets de ces déchets. Et donc la filière recyclage, valorisation des matériaux composites est loin d'être une filière totalement structurée et pérenne, à même de réintroduire les déchets dans le circuit productif, et ce dans le cadre de la transition énergétique et de l'évolution vers une économie circulaire. Alors je vais laisser la parole à nos invités tout de même, et après avoir planté ce décor, ma première question, elle va s'adresser à Didier des Mines d'Alès. Posons-nous un peu et quelles sont à ce jour les différentes technologies de recyclage? On t'entend pas. Non. Enfin, moi, j'entends pas. Bah, Est-ce que vous m'entendez? oui, c'est bon, Didier. Voilà. Bon, ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Bonjour déjà, Laura, David et Emmanuel. Donc, effectivement, je suis Didier Perrin, donc je suis professeur à l'école des Mines d'Alès. Je suis en charge en fait de tout ce qui est développement sur la durabilité, les matériaux et le recyclage des matériaux, donc polymères et composites. Et je travaille principalement en fait sur des gisements qui sont des gisements de déchets d'équipements électriques et électroniques, de véhicules hors d'usage, de tout ce qui va être également composite, c'est l'objet en fait de la table ronde, notamment donc dans des domaines aéronautiques et surtout dans le nautisme. Alors la question
Effectivement, les différentes technologies à ce jour, elles sont centrées sur en fait des voies de valorisation. Et sur les voies de valorisation, notamment donc des composites, la première chose à bien mettre en exergue, c'est la capacité en fait à collecter ces composites. Donc une fois en fait qu'on est sur cette collecte, on peut envisager en fait des voies de valorisation. Donc ces voies de valorisation se déclinent en plusieurs en fait aspects. On va parler de réutilisation et de réemploi. Si on est sur, par exemple, des composites qu'on peut directement récupérer, donc on peut imaginer par exemple une découpe. Donc là, il n'y a pas d'opération de broyage, il n'y a pas d'opération autre que simplement en fait un redimensionnement et une réutilisation. Donc c'est une voie en fait qui fait partie de la 3R, hein, regrouper et recycler et récupérer. Donc c'est quelque chose en fait d'important à mettre en exergue au départ pour, par exemple, refaire des produits. Après, on peut avoir en fait d'autres voies de valorisation. On va parler maintenant de valorisation donc matière. Et dans la valorisation matière, on peut enfin entendre le mot recyclage. Donc la valorisation matière va se décliner en, je dirais, deux grands mondes. Le recyclage mécanique. Donc le recyclage mécanique est traditionnellement utilisé par les entreprises, notamment des entreprises par exemple pour broyer des bateaux, la société Tuber hein, par exemple. Donc l'idée c'est d'avoir en fait un schéma de comminution qui soit le plus vertueux, alors d'un point de vue évidemment environnement et sociétal, mais également économique. Donc on va en fait broyer, microniser, de manière à pouvoir séparer les matières. Donc on reste sur, par exemple dans des composites, on reste sur des matières qui vont rester en fait des matériaux formulés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir séparer de manière plus ou moins fine en fait de la fibre, par exemple, vis-à-vis en fait de résines, que ce soit des résines époxy ou des résines polyester. Et en fonction en fait de la descente en fait en taille, donc du schéma de comminution, forcément, ça va être un coût qui est généralement exponentiel en fonction en fait de la diminution de la taille. Donc on peut avoir des tailles raisonnablement de l'ordre en fait de quelques millimètres. Donc on parlera de déchiquetage, où là on va récupérer de la fibre, mais qui peut en fait encore avoir un petit peu de résine, mais on peut descendre plus finement, donc descendre en dessous en fait de ce millimètre, d'être sur la centaine de microns, voire moins. Ça va permettre d'une part de sortir les fibres, alors les fibres seront plutôt des fibres courtes, mais d'autre part d'avoir en fait, par exemple lors d'une réincorporation de ces mélanges, une affinité peut-être meilleure avec d'autres matrices. Donc là, c'est principalement en fait un recyclage qui est fait parce que mécaniquement, c'est quelque chose d'économiquement relativement intéressant. Après, on peut s'intéresser, ça va être l'objet évidemment de l'intervention de Laura, à des recyclages qui sont mixtes, voire physico-chimiques et chimiques, donc où on peut mettre évidemment de la température. Et là, on ne va plus être sur en fait des matériaux formulés, on va descendre en fait au niveau en fait du plastique, du polymère. Donc l'idée là, par exemple pour des composites, avec des systèmes de thermosolvolyse, de vapothermolyse, on va utiliser un solvant et donc ce solvant va agir en fait comme un agent de dissolution qui va en fait séparer la matrice des fibres. Donc l'intérêt, c'est effectivement dans ce cadre-là, c'est qu'on va pouvoir récupérer des renforts. Donc si on a des fibres de carbone, c'est une matière qui est plutôt noble, avec une valeur ajoutée qui est vraiment certaine. Donc un exemple, d'avoir en fait des possibilités de récupérer des fibres de carbone issues de l'aéronautique pour les remettre dans d'autres applications, dans des éoliennes, dans du nautisme, c'est quelque chose de relativement intéressant. Après, économiquement, bien sûr, il faut faire ce calcul, mais c'est une voie intéressante et qui existe en plus en Occitanie. Donc là, je laisserai évidemment Laurent en parler. On revient sur des polymères, mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire que au lieu simplement de dissoudre en fait les résines ou de faire une opération en fait de thermosolvolyse, donc l'idée c'est vraiment toujours de récupérer notamment la partie ajoutée, valeur ajoutée, pardon, donc sont les renforts, mais on peut aussi s'intéresser en fait à des recyclages où là
au lieu de voir en fait un polymère, on va descendre en fait à l'état de monomère, c'est-à-dire le motif de répétition. Et on peut s'affranchir dans ce cadre-là, en fait, de l'aspect vieillissement ou de l'aspect en fait dégradation en fait des matériaux. Donc, parmi les moyens en fait de recyclage chimique, on a évidemment des recyclages par solvant ou par pyrolyse, où on va vraiment dépolymériser la matière, mais on a également des recyclages doux, enzymatiques, donc la société Carbios, par exemple, qui dépolymérise en fait le PET pour revenir en fait au monomère et d'avoir la possibilité de repolymériser en ayant en fait des masses molaires, donc des plastiques, qui vont avoir à peu près les mêmes propriétés. Donc ça, c'est un véritable enjeu, un véritable verrou technologique, actuellement qui est en fait en étude et industrialisé, donc on peut s'en réjouir au moins en France. Et puis après, forcément, on tombe dans des matériaux qui vont être compliqués. Donc les composites restent des matériaux, sont des matériaux en fait compliqués, complexes à séparer. Et donc, faute de solution, on va travailler sur cette fois-ci une valorisation énergétique. Alors je dis faute de solution, mais c'est également une voie qui peut être vertueuse pour des matériaux qui brûlent bien, c'est-à-dire qui ont un pouvoir calorifique inférieur important, donc des CSR qui seraient vraiment compliqués à recycler ou à valoriser par d'autres voies, donc mécaniques, physico-chimiques, chimiques, et qui auraient un avantage en fait indéniable sur la partie énergétique. Et puis, pour finir, donc si on regarde cette fois-ci ce qu'on appelle l'éco-conception pilotée par la fin de vie, on peut imaginer en fait des voies vertueuses par exemple des matériaux qui vont pouvoir être en fin de vie avec une dégradation contrôlée compostés. Donc là, c'est une voie verte et qui rejoint un petit peu les voies de recyclage chimique et physico-chimique parce qu'on va revenir en fait soit en fait à des monomères, soit carrément donc avec de la biomasse, c'est-à-dire revenir à de la minéralisation. Voilà un petit peu l'ensemble. Merci Didier pour cette remise en situation. Et effectivement, je vais donner la parole à Laura. Donc, vous, vous êtes sur la technologie de vapothermolyse, qui est une des solutions de recyclage et de valorisation du composite. Donc, comment aidez-vous à construire cette filière et avec qui travaillez-vous? Oui, bonjour à tous. Laura Pêche, j'ai la direction générale d'Alpha Recyclage Composite. Donc, c'est vrai, comme l'ont dit Emmanuel et Didier, nous, on travaille sur un procédé particulier. On a fait le choix d'une technologie qui est la vapothermolyse. Et avec cet objectif, finalement, de se doter d'un outil industriel pour pouvoir vraiment aider à la construction d'une filière. Ce qui était important pour nous, c'était, au-delà des travaux qu'on a pu faire en R&D dans un premier temps, de pouvoir ensuite commencer à traiter des volumes dès à présent pour pouvoir progressivement et petit à petit construire une filière. Donc voilà, donc nos installations sont à Castelsarrasin. Elles sont dimensionnées pour traiter 450 tonnes par an de matériaux composites carbone dans un premier temps. Donc voilà, aujourd'hui, on en traite moins parce qu'il faut le temps que la filière se mette en place. Et pour faire ça, on travaille avec plusieurs acteurs. Dans un premier temps, les acteurs du recyclage et ceux qui ont des déchets. Donc ça peut être des acteurs de l'aéronautique, des acteurs de l'automobile. Donc on part du déchet, on cherche à le récupérer, parce que des fois le tri n'est pas toujours fait. Donc déjà, comment on le récupère, comment on le met à dimension pour entrer dans notre four, même si on prend des pièces assez larges, de l'ordre d'1 mètre. Voilà, par exemple, pour les avions, les pièces sont beaucoup plus importantes. Donc on a tout ce travail qui est fait en amont. Et ensuite, en aval, on travaille avec ceux qui vont réutiliser la fibre de carbone pour mettre au point des produits qui leur conviennent. Donc essentiellement, soit des fibres. Donc on part de la fibre courte, comme l'a dit M. Perrin. Alors nous, on a des longueurs de l'ordre de 60 à 120 mm. Donc c'est semi-court, parce que des fois, on peut descendre beaucoup plus bas. Mais donc du coup, on retravaille avec les industriels sur ces produits-là. Quel type de produit on a? On a essentiellement soit des fibres brutes sorties réacteurs, certains les prennent comme ça, d'autres nous demandent plutôt des mats, donc c'est des feutres en fait, qu'on remet ensuite pour refaire des pièces, via des procédés d'imprégnation notamment. Et ensuite, on travaille sur une troisième catégorie de produits qui est le campondage. Voilà, donc on mène de front plusieurs programmes pour pouvoir trouver différents types d'applications avec cette idée qui est que
c'est pas forcément le producteur de déchets qui va récupérer la fibre de carbone. Hein. Souvent, on part d'un secteur et on va dans un autre. Donc, il y a tout ce travail de coordination au niveau de la filière pour bien sélectionner des types de déchets, les traiter, faire des types de produits qui correspondent à un marché et à un besoin. Donc voilà, notre travail, c'est vraiment finalement de tirer le fil à la fois en amont, en aval, pour faire se rencontrer les besoins et les cahiers des charges. Et pour faire ça, du coup, on a un outil industriel qui permet de traiter des volumes et donc de faire des pré-séries importantes de l'ordre de plusieurs centaines de kilos, voire de plusieurs tonnes. Et on a également un laboratoire avec l'école des mines d'Albi pour faire toute cette partie de mise au point et de caractérisation. D'accord, merci Laura. David, donc Veso Concept est très engagé dans le développement durable et des composites plus verts. Et j'aurais la même question que pour Laura. Sur quel type de projet vous travaillez et avec qui? David, on vous entend pas. Je sais Oui, pas vous si... m'entendez? Voilà, C'est bon? c'est bon. Ouais. Oui, bonjour à tous. Donc oui, je suis Monsieur Hardy, le fondateur et le dirigeant donc de Veso Concept, qui est donc une petite PME toulousaine, qui travaille donc depuis une douzaine d'années dans la composition de matières biosourcées et recyclées, à forte valeur ajoutée, dans le sens où on essaie de les valoriser pour des pièces de structure au travers des marchés de la mobilité. La partie donc valorisation de produits, enfin on va dire d'à partir d'un déchet et d'un nouveau matériau recyclé, on le travaille donc depuis maintenant 5 ans. On a commencé avec le pneumatique au travers d'un gros projet national avec Aliapur qui souhaitait une valorisation du déchet de pneus dans le monde de la matière, ce que nous avons pu mener avec des applications au travers du nautisme, notamment faire des cloisonnements, qui ont montré que par rapport à un produit natif, on arrivait à atteindre les mêmes niveaux de prestations. Suite à cela, on a pu travailler, qui a même donné le jour à une entité industrielle, donc la composition donc, d'un produit qui sont des panneaux de grande dimension à base donc, de PET recyclé pour l'élément d'âme, avec des fibres minérales au niveau des peaux. Les prestations du produit aujourd'hui nous permettent d'avoir des caractéristiques qui correspondent à des marchés du bâtiment, du caravaning et du nautisme. Aujourd'hui, au regard des propriétés et des demandes, on a dû démarrer rapidement une unité de production, toujours en région toulousaine, avec des panneaux de dimension de 1500 mm de large par 6 mètres de long. Donc c'est cette unité aujourd'hui qui démarre, qui a à peine 2 ans, qui produit pour le moment de manière unitaire et sur une vision de 2 ans qui sera entièrement automatisée. Parallèlement à ça, on est sur un gros projet européen, un nouveau Clean Sky, sur lequel on participe avec des partenaires à la mise en place d'une filière de recyclage de carbone aéronautique, où notre intervention est donc de combiner, de réaliser un nouveau matériau à partir donc d'un carbone de deuxième vie, dans lequel le tout était dans une démarche d'économie circulaire pour une valorisation de pièces aéronautiques, on va dire plutôt semi-structurelles. D'accord. Bon, on en reparlera peut-être un peu après. Merci David. Je reviens à Didier. Dans les différents schémas que vous avez présentés, est-ce qu'il y a des filières problématiques? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, il y a des matériaux problématiques qui engendrent forcément des problèmes au niveau du recyclage de certains matériaux de filière. Donc, une des filières problématiques, effectivement, ça serait, je dirais, les bateaux de plaisance hors d'usage. Alors, parce que finalement, le gisement est difficilement capté. Il faut savoir que, hélas, les bateaux, ils ne sont pas tous dans les ports. Il y en a beaucoup qui traînent au fond des granges ou sur des remorques. Et donc, la massification d'un gisement
c'est un petit peu le nerf de la guerre économique hein, au niveau du recyclage, sans parler en fait de valorisation. Après, il faut distinguer en fait deux types de déchets, c'est-à-dire qu'on a des déchets dits historiques, c'est-à-dire que on n'a pas travaillé sur une fin de vie, on les subit et on adapte en fait des scénarios de fin de vie avec plus ou moins de succès. Et les bateaux de plaisance hors d'usage, généralement c'est fait avec des matrices polyester et de la fibre de verre. La fibre de verre, c'est un renfort, alors qui est exceptionnel, hein. Il y a aucun là-dessus, il y a pas de doute là-dessus. Par contre, il est peu cher. Donc, si on constate forcément qu'il y a une massification de ces gisements, et si on arrive à faire des collectes, on va arriver en fait à un verrou qui n'est pas un verrou en fait scientifique ou académique, c'est-à-dire que on peut, d'après donc les valorisations matières, hein, comme je les ai expliquées, du recyclage mécanique, de la vapothermolyse, séparer les fibres et la résine, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on aura en fait cette séparation, eh ben, on se retrouve en fait avec de la fibre de verre qui coûte à peu près 2 € le kilo, neuve, contre une fibre de verre qui a été recyclée, qui a perdu en fait son coating, son encimage, donc qu'il va falloir dans un premier temps retravailler, et dans un deuxième temps, cet encimage sert également en fait pour, je dirais, texturer la matière. C'est-à-dire que ces fibres, c'est soit on les utilise comme fibres courtes, donc généralement on les met dans du béton, ça va en cimenterie, et de moins en moins, parce que le problème c'est que ça crée de la vitrification, et donc de plus en plus, on a un souci. Donc ces déchets historiques posent en fait un problème, non pas en fait, je dirais, académique et scientifique de recyclage, mais économique, c'est-à-dire que cette fibre de verre, de par en fait son faible coût, a un problème au niveau du recyclage. Alors, une des solutions, et je pense que c'est des réflexions à avoir, et pas que je pense autour de cette table ronde, hein. Je pense qu'il faut que des acteurs en fait, de mise sur le marché de produits en composite se regroupent. Alors, pas forcément que le nautisme, parce que c'est une filière finalement qui a un gisement qui est faible, peut-être avec des filières de niche, hein, comme l'éolien ou d'autres systèmes, pour regarder un petit peu comment éco-concevoir en fait des composites qui seraient pilotés par la fin de vie. Effectivement, moi je pense beaucoup. Le verre, bien sûr, c'est pas cher, mais la fibre de carbone recyclée peut être en fait un enjeu, je dirais, à moyen terme, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, intéressant parce qu'elle a une valeur ajoutée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle a une valeur ajoutée sous réserve que, évidemment, on arrive économiquement voilà, à être donc pérenne dans son installation et son installation au sein de nouveaux composites. D'accord. Entre ce que vous évoquez à la première question et puis maintenant, justement, sur ces aspects de coût, Laura, vous, par rapport donc à votre technologie, quels sont selon vous les différents types de coûts de cette équation économique et quels sont les freins? Alors, tout d'abord, je rejoins tout à fait hein, ce que disait Didier. Ce qui dépend, c'est vraiment en fait la valeur intrinsèque du produit recyclé qu'on va avoir par comparaison avec le produit neuf. Et c'est vrai que la fibre de verre, c'est très parlant. Nous aussi, on a une technologie qui s'applique très bien à la fibre de verre. D'un point de vue technique, il n'y a aucun frein. Par contre, économiquement, c'est un non-sens parce qu'on va se retrouver avec un produit recyclé qui est 2 à 3 fois plus cher que le produit neuf. Donc forcément, l'équation ne fonctionne pas. Donc déjà, le premier choix, c'est bien choisir finalement, en tout cas nous, hein, en tant qu'industriels, on choisit des produits et des déchets sur lesquels on sait qu'à la fin de la chaîne de recyclage, on aura un produit recyclé qui sera moins cher que le produit neuf. Parce qu'aujourd'hui, un client n'est pas prêt à payer plus cher un produit recyclé qu'un produit neuf. Bon, à la fois peut-être pour l'image du recyclé, mais surtout, je pense, parce que les contraintes économiques sont toujours importantes. Et aussi parce qu'un produit recyclé, parfois, a des propriétés qui ne sont pas exactement les mêmes que le produit neuf. Donc, ça lui demande d'adapter son process, d'adapter parfois ses formulations. Donc, si en plus, il a un surcoût, c'est compliqué. Donc, la première contrainte, finalement, c'est d'avoir un produit recyclé moins cher que le produit neuf pour pouvoir vraiment lui trouver des débouchés significatifs en volume. Ça, pour moi, c'est la première contrainte. Ensuite, il y en a une deuxième hein, qui est plutôt sur l'amont, qui est d'avoir un coût finalement de captation du déchet qui reste raisonnable.
Parce que des fois, ces déchets ne sont pas forcément triés aujourd'hui et pas forcément collectés de manière séparée, et ni avec une mise à dimension. Nous, par exemple, on a besoin d'une mise à dimension, on ne peut pas prendre l'aile d'avion telle qu'elle. Donc il faut aussi que cette chaîne finalement de captation du déchet et de la matière, elle ait un coût qui soit raisonnable par rapport au coût de traitement aujourd'hui. Aujourd'hui, si on compare par exemple à de l'enfouissement, hein, les chiffres varient, mais c'est plusieurs centaines d'euros la tonne, il ne faut pas que le coût de tri et de logistique et de mise à dimension du déchet qu'on va capter soit plus cher que ça. Parce que sinon, cette fois-ci, c'est le client, on va dire amont, le producteur de déchets, qui n'aura pas d'intérêt à aller vers une filière de recyclage, parce que ça va lui coûter beaucoup plus cher qu'une filière d'enfouissement. Donc là aussi, il faut qu'on ait une équation économique qui tienne la route. Après, bien sûr, il peut y avoir des contraintes réglementaires, mais je pense qu'il ne faut pas le traiter uniquement d'un point de vue réglementaire. Pour que ça fonctionne bien, il faut aussi qu'il y ait un intérêt économique pour les acteurs. L'intérêt économique sera un vrai accélérateur de la filière, donc ça, je pense que c'est important. Voilà. Et donc pour moi, c'est vraiment les deux freins principaux. Après, évidemment, il faut choisir un procédé qui n'est pas trop cher. Donc c'est pour ça que nous, on est parti sur un procédé de vapothermolyse, où le solvant est la vapeur d'eau, ce qui permet d'avoir un coût, on va dire, raisonnable des utilités, hein, parce qu'on n'achète pas de solvant très cher, on n'a pas de coût de retraitement très important, et on a des consommations d'énergie qui sont modestes. Donc après, évidemment, il faut que le procédé de recyclage en lui-même fasse son travail d'efficience. Et du coup, je rejoins aussi ce que disait Didier Perrin. En fonction du procédé, il a besoin d'une taille critique pour pouvoir atteindre cette efficience-là. Donc après, c'est mettre en adéquation le choix de la technologie avec la taille du gisement accessible. Voilà. Et il faut aussi tenir compte des coûts logistiques, hein, parce que regrouper beaucoup de déchets, il peut y avoir beaucoup de coûts logistiques. Donc il faut trouver le bon compromis entre la taille du procédé de traitement pour qu'il soit efficace et on va dire la massification qui doit aussi se faire à des coûts logistiques raisonnables. Donc finalement, c'est ce compromis économique qu'il faut trouver à toutes les filières de la chaîne. Et du coup, comme c'est très contraint, il y a une idée, nous, des fois, on s'achoppe un peu avec nos clients, hein, mais bon, en toute amitié, sur le fait que le déchet, pour moi, se joue, en tout cas la fibre de carbone, quand on parle d'un déchet stratifié hein, notamment, n'a pas de valeur à ce jour. Certains pensent le déchet, je vais le revendre, je vais créer de la valeur en mieux valorisant mon déchet. Je pense que ce sera vrai à terme. Mais aujourd'hui, à la naissance d'une filière, il faut déjà construire cette filière, construire une forme de viabilité économique en ayant à la fois un prix final qui sera moins cher que les produits neufs et un coût de traitement qui sera moins cher que l'enfouissement. C'est déjà deux contraintes importantes. Il ne faut pas rajouter en plus à ce stade, pour moi, la contrainte de dire en plus il faut qu'on achète le déchet, qu'on passe d'une logique de coût de traitement à une logique de le déchet à un prix. Là, pour moi, c'est prématuré. Il faut d'abord construire la filière, amener un maximum de valeur. Et le jour où la valeur des produits recyclés sera très importante, alors finalement, cette valeur redescendra sur l'ensemble de la chaîne et on pourra peut-être être en mesure d'acheter des déchets. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, traiter le déchet a un coût, il y a les coûts logistiques, il y a les coûts de traitement, il y a les coûts de remise en œuvre. Et ensuite, in fine, il faut que le produit soit moins cher que le produit neuf. Donc tout ça, ça fait une chaîne qui est quand même très coûteuse et très complexe. Donc voilà, aujourd'hui, le déchet est un coût et n'a pas forcément de valeur, ce qui n'est pas toujours une idée partagée par certains interlocuteurs. Donc voilà, c'est pour ça que moi, mon analyse, c'est celle-là. Le premier frein, c'est l'équation économique globale. Et du coup, il faut que chacun ait bien conscience des enjeux des autres et des contraintes économiques des autres pour que, in fine, la filière puisse voir le jour à grande échelle. Merci Laura. Effectivement, c'est pas simple. Il y a beaucoup de sujets sur ces coûts et cette filière à construire. Alors, David, malgré tous ces problèmes, vous, en tant que société d'engineering, VesoConcept, qu'est-ce que VesoConcept peut apporter? Est-ce que vous avez des exemples à citer? Alors, oui, bon, tout d'abord, c'est sûr que je rejoins tout à fait Didier et Laura hein, sur cet aspect de coût. Après, il faut savoir quand même que la réglementation évolue énormément. Elle va aller, je pense, à la faveur du déchet à retraiter, dans le sens où, en tout cas, le déchet composite risque de changer de classification et passer en déchet dangereux. Donc, pour tous les faiseurs de pièces aujourd'hui, je pense qu'ils vont revoir, ça va faire un bilan économique qui va aller à la faveur, en tout cas, de la valorisation de nouvelles matières au travers du recyclage. Et par ailleurs, il faut profiter du fait qu'en ayant en possession donc, on va dire une nouvelle matière avec des nouvelles caractéristiques,
essayer de les combiner de ce fait différemment. Soit pour faciliter une démarche d'économie circulaire pour certains matériaux, en tout cas pour le carbone, c'est envisageable, pour d'autres peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'il est accepté, nous, ce qu'on voit sur certains produits, c'est une augmentation de coût de 10 à 20%. Voilà. Globalement, les gens s'y retrouvent sur leurs produits finis. Mais il reste encore beaucoup à faire pour satisfaire effectivement. Alors, pour des nouveaux produits, ça passe tout à fait. Pour des grands faiseurs ou des ETI, bon, ben, évidemment, on est mis sous pression sur les coûts, quoi, ça c'est clair. Après, par ailleurs, il faut quand même qu'on regarde ce qui se fait aussi à l'international. Hein. Donc, au Japon, c'est des thématiques qui travaillent énormément. Ils arrivent quand même à produire, je crois, de mémoire, 45 000 tonnes de carbone par an. Aux USA, c'est le même ordre de grandeur. Et en Europe, finalement, on est assez compétitif, quoi, en apportant des solutions qui sont assez innovantes. Hein. Mais il faut rester quand même aujourd'hui. On est obligé de proposer encore des produits qui ont des prestations assez élevées. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce que l'on rencontre, surtout sur les sujets aéronautiques. Et du coup, Didier, vous, au niveau académique, comment on peut faire pour améliorer la valeur de ce produit fini? Déjà, il faut bien le caractériser, c'est-à-dire quand on va parler, par exemple, d'un composite fibre de verre, résine polyester, en gros, que peut-on en faire? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut le broyer très très finement pour vraiment avoir une micronisation et des fibres très courtes? Et là, ben, évidemment, on ne va pas pouvoir en faire une valeur ajoutée importante d'un produit fini. On va pouvoir l'incorporer, par exemple, dans des matrices thermoplastiques. Donc c'est ce que j'avais fait il y a une dizaine d'années avec un équipementier, Plastic Omnium et Peugeot, pour les pare-chocs arrière de la 208. Donc ça fonctionne, bien sûr, mais ça a quand même un coût qui a été fait sur la première série et pas sur la deuxième, avec en fait un schéma en fait, de recyclage qui allie un petit peu l'ensemble des moyens de valorisation de recyclage que j'ai présenté tout à l'heure. Donc c'est-à-dire un broyage qui est ajusté en termes de comminution, et puis il y a des traitements, donc des traitements chimiques, des traitements thermiques également, de flammage, de manière en fait à réactiver tout ça. Donc on est quand même sur des matériaux historiques qui n'ont pas été conçus en fait pour être améliorés en termes de valeur de produits finis. Ils ont une vie et on s'est en gros un petit peu je dirais, le pied à l'étrier d'un point de vue non-recyclage, c'est-à-dire qu'on laissait la génération d'après, en gros, trouver les solutions en fait, de ces produits. Donc ces déchets historiques, il faut en fait les prendre tels quels, essayer de trouver en fait des moyens économiques les plus, je dirais, vertueux possibles, sachant que tant qu'on a de la fibre de verre, c'est compliqué, mais au moins démassifier en fait ces gisements. Donc, je prends par exemple le cas des BPHU dont je parlais tout à l'heure. Ils sont là, bien sûr. On continuera à faire, hélas, encore des bateaux avec ce genre de matériaux. Et je dirais économiquement, tant mieux, parce que on a toute une filière dans l'arc méditerranéen qui vit là-dessus. Donc, je pense qu'il y a un accompagnement à la fois, bien sûr, des pouvoirs publics de la région, qui aide beaucoup, des industriels innovants, comme par exemple David ou Laura, sur des voies de valorisation qui sont relativement pérennes et économiques d'un point de vue donc matériaux. Mais il faut également peut-être se tourner vers de l'éco-conception pilotée par la fin de vie, c'est-à-dire que avoir en fait en idée, dès le bureau d'études, d'avoir une éco-conception qui prenne en compte en fait des filières de fin de vie en termes de scénario. C'est-à-dire qu'on est sur un composite, ce composite, c'est tout collé. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour déjà pouvoir séparer en fait ces matières? Et vis-à-vis de ces matières, elles ont également une valeur ajoutée qui est non nulle,
mais qui peut, des fois, comme la fibre de verre, être très très faible. Donc y a-t-il un intérêt économique à continuer à mettre du verre dans des produits qui ont finalement une valeur ajoutée faible? C'est une vraie question qu'il faut se poser par rapport à, on veut recycler, on veut en fait démanteler, on veut en fait récupérer. Est-ce qu'on n'a pas un autre arc économique à mettre en place? Alors je pense que c'est trop tôt, parce qu'on a encore le choix. La réglementation n'est pas encore là pour, je dirais, nous taper dessus en disant que il faut tout arrêter. Et je dirais tant mieux, parce que pour l'instant, les solutions sont en balbutiement. Il y a beaucoup de recherches, on en fait beaucoup. Je pense qu'il y a un accompagnement, c'est-à-dire il y a une carotte pour bien sûr aider les entreprises à changer un petit peu de paradigme sur le choix en fait des matières composites, utiliser davantage de matières recyclées. Donc ça veut dire que sur ces matières recyclées, il faut évidemment améliorer la qualité, donc bien les caractériser, bien avoir en conséquence des données techniques donc via des laboratoires pour regarder les longueurs de fibres, refaire, je ne sais pas moi, du cardage pour avoir des fibres un petit peu plus longues, regarder le mat, où on peut le mettre. Si ce n'est pas du mat, si on veut des fibres longues, comment ne pas en fait abîmer ces fibres lors des procédés par exemple de recyclage chimique. Donc voilà, il y a tout un accompagnement, je pense, qui doit être fait. Et heureusement, en région, on a des appels à projets alors, régionaux, nationaux. On a parlé des projets européens, Clean Sky, Horizon Europe, etc. Donc effectivement, on est d'ailleurs impliqué avec Alpha Recyclage et Veso sur un certain nombre. Mais d'un autre côté, je pense également que la réglementation doit continuer, je dirais, à se durcir. Il faut un accompagnement des deux, il faut la carotte et le bâton, de manière à changer un petit peu de paradigme et sortir de ces déchets historiques. Ok, merci Didier. Alors effectivement, vous dites qu'il faut l'accompagnement et puis effectivement peut-être que le client final aussi ait des choses à proposer. Laura, est-ce que vous avez des projets en cours par rapport aux semi-produits que vous travaillez? Oui, oui, on en a plusieurs. Nous, ce qu'on cherche à faire essentiellement maintenant, c'est de travailler avec nos clients directement dans le cadre de projets pour vraiment mettre au point finalement la matière recyclée par rapport à leur cahier des charges directement. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. On a eu un projet là, très récemment qui doit démarrer incessamment sous peu, où justement on a été accompagné, notamment par la région, avec Multiplast, donc dans le secteur nautisme, mais eux après ont aussi la possibilité de, on va dire, déployer ce qui aura été fait dans le cadre de ce projet sur d'autres secteurs. Donc c'est très intéressant. On va notamment travailler sur la fabrication de moules de bateaux, aujourd'hui qui sont faits à partir de matières, j'ai envie de dire, neuves, et donc de passer sur de la fibre recyclée pour fabriquer ces moules. Donc voilà, je pense que ça va... Voilà, on en attend beaucoup en tout cas, parce que à la fois techniquement c'est intéressant, je pense qu'on travaillera d'abord sur les maths, et ensuite parce qu'il y a des possibilités de diversification derrière et de volume, donc je pense que ça peut être un vrai accélérateur pour la filière. Donc voilà, donc ça, c'est un projet qu'on va démarrer cette année. On a d'autres projets dans les cartons, mais comme ils ne sont pas encore complètement validés, je ne peux pas vous en dire plus. Mais en fait, ce qu'on cherche, c'est travailler sur plusieurs secteurs. Donc, on en a notamment dans l'automobile. On cherche on cherche un petit peu la même démarche avec d'autres acteurs sur d'autres secteurs pour pouvoir finalement avoir une filière qui repose sur plusieurs piliers et avec plusieurs types de matières, parce qu'en fonction du gisement, on ne pourra pas forcément faire tous les types de matières possibles. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en avoir plusieurs. Ça, c'est sur vraiment on va dire, le travail des produits et la génération de volume de commandes. Ensuite, on travaille également sur deux freins techniques pour nous. Le premier, c'est le réenzymage des fibres recyclées pour pouvoir avoir un maximum de compatibilité derrière et d'options de réutilisation. Ça, on a aussi des travaux qui vont démarrer incessamment sous peu. Et un travail un peu plus au long cours, parce que je pense que ça prendra du temps. On l'a démarré il y a quelques temps, mais voilà, on le fait vraiment au long cours. C'est sur cette notion de longueur de fibre. Voilà, comment faire pour garder un maximum de longueur, voire même demain, derrière, être capable de refaire un fil pour pouvoir ensuite aller sur des applications proches des applications du produit neuf. Parce que le produit neuf, aujourd'hui, c'est des bobines de fil continu qui peuvent être tissées, qui permettent d'avoir des propriétés très intéressantes, parce que le tissé a une propriété intéressante. Donc l'idée, pour être au plus proche de la valeur du neuf, c'est de refaire des tissés derrière. Le préalable important, c'est un fil. Donc ça, je pense qu'on y travaille, mais je pense que ça prendra un certain temps.
Merci Laura. Alors on arrive un peu au terme du temps de notre table ronde. David, c'est vous qui allez avoir la dernière question et un peu générale par rapport à tout ce qui s'est dit pendant ces 40 minutes. En fait, quels sont les axes de développement et les perspectives et les opportunités donc sur le recyclage des CMO? Ben, aujourd'hui, enfin, on voit qu'effectivement, en tout cas, la filière fibre de carbone commence à bien se mettre en place. Je pense que là, d'ici 2-3 ans, on aura un panel de produits intéressants et disponibles, quel que soit le marché. Enfin, en tout cas, on est déjà aussi, nous, les premiers utilisateurs, hein, même si on est aussi sur un travail, sur des travaux de recherche, mais qui concernent que le marché de l'aéro aujourd'hui. Et par ailleurs, enfin, en tout cas, nous, par rapport à notre expérience, mais en tout cas, alors si on prend par exemple le PET recyclé, c'est aussi une filière qui, sur le territoire européen, pour certains, est très mature, et pour d'autres se met en place. Donc, on va pouvoir, sous peu de temps, avoir, disons, un panel de nouveaux matériaux issus de ce milieu du recyclage. Et sachant qu'en parallèle, les gisements continuent d'augmenter. Et donc, si on prend vraiment cette connotation et vraiment le point, ce que aussi citait Didier, dans les démarches éco-conception, il est important quand même de trouver des solutions plus favorables, en tout cas, sur l'impact environnemental, puisque les gisements augmentent avec des états aujourd'hui qui sont quand même assez importants, ne serait-ce que de l'aéronautique aujourd'hui. Je crois qu'Airbus Nantes représente 200 tonnes de déchets par an, quoi. Donc, alors même si l'aéronautique a réduit un petit peu sa production au jour d'aujourd'hui, mais bon, voilà. C'est important qu'il y ait de plus en plus d'acteurs. Pour moi, la compétitivité n'a pas lieu sur cet environnement-là. Il y a plutôt à regrouper, regrouper cette filière, quels que soient les matériaux, et que chacun puisse arriver à les combiner et les utiliser pour des produits de différents usages. Ok, merci David. Puis mais merci à Didier et Laura aussi pour vos éclairages sur cette filière-là. Alors, je ne sais pas si Christelle est connectée, le maître du temps. Je pense qu'on a dépassé un peu. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, Si je peux me permettre, j'en ai vu une oui, qui, je pense, m'était adressée. Donc, alors, il y a Monsieur Demoulin sur le fait effectivement que certains recycleurs achètent les fibres de carbone mais sèches, hein, donc on est bien d'accord. Mais par contre, sur les déchets stratifiés, il n'y a pas de marché aujourd'hui, hein, donc je partage tout à fait l'analyse. Nous, on se positionne sur le déchet stratifié, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'acheter parce que voilà, il y a une opération de traitement qui est importante et qui est la vapothermolyse, ce qui n'est pas vrai pour la fibre sèche puisqu'on peut directement la couper et la réutiliser. C'est ce qui explique la différence. Et ensuite, il y a une question de Monsieur Nguyen oui. sur le fait quand on a un mélange de fibre de verre, fibre de carbone, qu'est-ce qui se passe? Donc nous, en fait, on qualifie le déchet en amont. Si on prend certains déchets qui ont un mélange, mais du coup après on ne sépare pas, on revalorise derrière un mélange de fibres. Donc par exemple sur fibre de carbone, fibre de verre, on va refaire un mat avec un pourcentage de fibres de verre. Ou voilà, ça nous est arrivé. C'est pas ce qu'on préfère. Hein. Aujourd'hui, on travaille plutôt sur du 100% carbone, mais sur certains déchets, on l'a fait, ça fonctionne bien. En fait, la difficulté, c'est de trouver le client pour le mélange derrière. Donc voilà, certains, ça ne leur pose pas de difficulté, mais par contre, du coup, il faut garantir toujours le même mélange. Donc si je leur vends un produit avec 20% de fibre de verre, il faut que tout le temps, j'ai 20% de fibre de verre. Donc c'est là où après, nous, en interne, on doit bien faire nos batchs pour être sûr de garantir cette qualité-là. Ok, merci Laura. Et je vois qu'il y avait une autre question, mais Didier, a priori, tu as répondu par écrit, donc c'est bon. Alors, je vais peut-être, Oui. Emmanuel, compléter ma réponse, hein, parce que c'était juste en chat. Donc, c'est une excellente question. On en a parlé d'ailleurs avec Alpha Recyclage, hein, Laura avec Philippe.
Donc en fait, cette décomposition en fait, sur des matériaux thermodurcissables, mais effectivement, c'est un challenge, on y travaille dessus. L'idée, c'est de récupérer des syntons, c'est-à-dire que la dépolymérisation peut être possible, et je l'imagine même en vapothermolyse, c'est clair. Par contre, comme on est sur des matériaux réticulés, on va avoir des parties évidemment qui vont être empéguées un petit peu, hein, avec donc par exemple des parties styréniques, des parties où on va avoir des amines, hein, donc le styrène par exemple sur tout ce qui est polyester, les amines sur tout ce qui est époxy. Par contre, il y a possibilité, comme je vous dis, hein, c'est vraiment un travail préliminaire. Il y a des possibilités de récupérer une partie en fait, des monomères qui pourraient en fait, faire partie en fait, de la matrice. Donc, par exemple, une partie en fait, du polyester, une partie des composants en fait, de la résine époxy ou encore des résines vinylester. On ne peut pas tout récupérer, mais si on arrive en fait à dépolymériser, je dirais intelligemment, donc à s'affranchir de la partie réticulée, qui elle ne bougera pas. Par contre, on va avoir en fait des polycondensats, parce que c'est des briques hein, qui sont mises les unes derrière les autres hein, pour certaines résines. Donc on peut récupérer en fait certains composants primaires. Et ça, effectivement, si on arrive par exemple à récupérer des thylényl-glycols ou des systèmes en fait, qui permettent de refaire de la matrice, eh ben, c'est quelque chose d'assez vertueux. Et pour l'instant, c'est pas possible, effectivement. Ok, ben merci pour ce complément de réponse, Didier. Je ne vois plus de questions, donc je pense qu'on va en rester là pour cette table ronde. Merci David, Didier et Laura pour cet éclairage. Je pense on pourrait rester en discuter des heures. Il y a tellement de choses intéressantes sur ce sujet-là. Mais on va en rester là. Il y aura d'autres, je pense, événements qui vont arriver par la suite pour présenter encore les avancements. Le webinaire suivant est sur les dispositifs de financement. Il a peut-être déjà commencé, donc je vais en rester là. Merci à vous trois. Merci aux participants de nous avoir écoutés. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.